Bienvenue sur la panafricaine Médian. Comme toujours, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de votre émission Le Débrief. En Afrique, le Sahel fait face depuis plusieurs années à des tensions de différents ordres. L'on peut citer les conflits armés et autres violences dues aux groupes dans la zone. Une situation exacerbée par la circulation des armes légères et de petit calibre. Ces dernières constituent les principaux moyens de facilitation de la violence et impactent considérablement la sécurité et la stabilité en Afrique. Quelles conséquences de cette circulation massive des ALPC sur le continent? Comment veiller à contrôler le flux d'armes légères pour prévenir les conflits armés? Le développement en première partie d'émission. Et puis en seconde partie du débrief, selon la dernière édition de l'indice mondial du terrorisme publié par l'Institut australien The Institute of Economics and Peace, le nombre d'attentats terroristes a chuté en 2023 par rapport à 2022. Toutefois, ces attaques terroristes sont de plus en plus meurtriers, avec une hausse de 22% du nombre de décès causés par des actes terroristes. 5 pays africains figurent parmi le top 10 des pays les plus dangereux, parmi lesquels 3 États du Sahel. Le Maroc, pour sa part, se distingue comme l'un des rares pays les plus sûrs au monde, selon cet indice mondial du terrorisme 2024. Pour le continent africain, qu'est-ce qui est globalement ressorti du rapport de l'indice mondial du terrorisme 2024? Comment s'inspirer de l'exemple marocain en termes de lutte contre le terrorisme? Le développement en seconde et dernière partie d'émission. Sur ce plateau, pour en parler avec nos invités, professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, vous êtes directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Merci encore d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci M. Sow et merci M. Ndour aussi de partager ce plateau avec nous. Merci également à M. Ndour, vous êtes consultant en droits humains, également professeur en sciences sociales. Merci également d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau et un grand bonjour à notre grande dame, Madame Medina. Et plaisir tout aussi partagé. J'en reviens d'ailleurs à elle. Selon les Nations Unies, les pays africains sont inondés par plus de 40 millions d'armes illicites, légères et de petit calibre, dont la plupart sont importées. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de cette prolifération des ALPC sur le continent africain? Déjà, vous travaillez beaucoup sur les questions de sécurité à travers Partners. Merci M. Sow. Vous savez, la prolifération des ALPC, au-delà même de l'impact sur le développement des groupes criminels, mais également sur le terrorisme, les violences basées effectivement sur le genre, mais également la traite des humains et la piraterie, fait son lot de morts. Donc plus de 500 000 morts par année, dont les 200 000 morts en Afrique. Et sur les 875 millions d'ALPC disséminés à travers le monde, les 650 millions seraient aux mains de civils. Et ce qui est extraordinaire. Et lorsqu'on parle d'ALPC, les gens ont tendance à oublier en fait les munitions, mais également les explosifs donc, qui restent en général sur le terrain longtemps après les hostilités. Et donc, ça impacte aussi bien sur les humains, mais également sur le bétail, parce qu'on oublie également le bétail. Donc le bétail, donc, en termes de coûts humains, on a les hôpitaux, les centres de santé donc, qui sont surchargés, mais également du point de vue socio-économique, ça coûte également, par exemple, la main-d'œuvre, donc au-delà donc, des aspects donc, sanitaires, mais également du point de vue socio-économique donc, et sociétal, donc la main-d'œuvre, mais également le coût économique des bétails et des personnes qui sont blessées, mais également lorsqu'on fait la RSS, parce qu'en général, lorsqu'il y a des conflits, après les conflits, on tente à relever. Et lorsque donc, on a du mal à faire la DDR, parce qu'au fond, la DDR est en général le parent pauvre de la RSS, parce qu'après les conflits, il faut reconstruire. Et comment reconstruire avec ces ALPC? Comment reconstruire avec ces risques liés aux mines et aux explosifs qui restent sur le terrain? Donc ça affecte aussi bien les civils, mais également le secteur de la sécurité.
Et si on reste surtout avec ce secteur de la sécurité, autant pour moi, on voit également que le trafic aujourd'hui de ces armes légères et de petit calibre contribue également à financer aujourd'hui les activités terroristes et autres activités des groupes armés. Ouais. Les activités terroristes, mais on oublie souvent donc la criminalité organisée et la piraterie. Donc dans le cadre du financement, en général, la prolifération des ALPC est due à la corruption, il faut le dire, mais également à la mauvaise gestion des armes et des munitions. Et cette mauvaise gestion des armes et des munitions fait que la plupart en fait, de ces armes tombent aux mains de civils ou bien des groupes armés. Et donc ces groupes armés, soit l'utilisent donc pour perpétrer des attaques, comme vous l'avez dit tantôt, des attaques armées, soit également pour financer leurs activités. Que ce soit des activités terroristes, que ce soit des activités criminelles, et également la traite des humains, la traite des migrants, et comme je l'ai dit tantôt, la piraterie. Et donc, c'est une machine, en fait, qui porte préjudice à la société, mais qui porte préjudice aussi au développement économique de notre pays. Parce que vous savez, en fait, les ALPC, il y a une partie d'ALPC qui est licite, mais c'est la partie illicite, en fait, qui gangrène le tissu social et qui ne favorise pas, comme je l'ai dit tantôt, aussi bien le relèvement, mais également le développement économique. Parce que comme la Banque mondiale l'a dit tantôt, donc pour relever un pays qui a fait l'objet de conflits, il faut entre 30 et 40 ans. Et la moyenne, c'est vraiment 20 ans pour commencer donc, à parler de développement. Donc imaginez donc déjà juste ces 40 ans ou bien ces 20 ans à rattraper et derrière, donc, on n'arrive pas donc, à régler ces questions des ALPC liées, comme je l'ai dit tantôt, donc sur les 500 000 morts qui sont enregistrés annuellement, les 500 000, parce qu'on a plus de 500 000 morts dus à la circulation des ALPC illicites. Sur ces 500 000 morts, plus de 200 000, c'est en période post-conflit. Donc, vous voyez donc l'impact sur les humains. C'est-à-dire que durant les conflits, après les conflits, on a presque 200 000 morts qui sont dus donc, à la circulation illicite des ALPC. Et donc ça, ne serait-ce que ça devrait permettre aux États, bon, il faut dire que l'ONUDC a bien essayé de mettre en place, donc avec la CTO et ses corollaires, donc des lois pour aider les États à prendre des lois. Donc il y a plus de 90 États donc, qui ont rallié, qui ont ratifié. Mais le problème qui se pose en général, on prend des lois, on ratifie des conventions, mais c'est dans la mise en œuvre effective en fait de ces lois, mais également de ces mesures qui sont prises pour lutter, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Et on reviendra tout à l'heure sur l'effectivité, en tout cas la mise en œuvre de ces mesures et également le circuit, en tout cas, qu'empruntent ces armes légères et de petit calibre dans le cadre de ce trafic illicite. Et Ndour, si l'on en croit aussi l'Union africaine et le Smaller Arms Survey, près de 80% de ces armes ne sont ni enregistrées ni marquées, ce qui rend leur traçage assez difficile par les enquêteurs. Comment aussi d'importants flux, en tout cas d'armes, peuvent échapper au contrôle des forces de défense et de sécurité, que ce soit les douanes, la police ou la gendarmerie? Alors c'est là où on doit faire parvenir un peu la coopération. Parce que, en fait, non seulement pour la lutte contre les armes légères, mais surtout comment travailler ensemble. Parce que chaque État essaie de régler le problème de son point de vue. Et c'est ça justement qui est le problème crucial. Parce que quand tu regardes les pays qui sont en conflit, comme Mme Arrête disait tout à l'heure, c'est après conflit qu'on voit plus de circulation. Mais justement, dans ces circulations-là, ce n'est plus là le pays où se passait l'affaire. C'est juste les pays qui sont aux alentours. Donc, d'où l'importance de cette coopération-là. Donc, moi, je pense que pour cette traçabilité-là, c'est vrai, nos frontières, comme on dit souvent, ce n'est pas tellement bien serré, puisqu'il y a toujours des nœuds, il y a des... En tout cas, il y a des niches où on peut toujours faire passer les choses. La douane, oui, fait de son mieux, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment une coopération pour pouvoir justement veiller à ce qu'il y ait, en tout cas, ce suivi-là par rapport aux armes légères. L'autre aspect, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas aussi prendre à la légère. Parce que quand on faisait un peu le plaidoyer sur les armes nucléaires,
Bon, donc on disait oui, il faut faire ce plaidoyer. Je me rappelle avec les Rajas, on a organisé un séminaire sous-régional de ce point de vue-là, avec les armes, la circulation des armes légères, mais on mettait plus l'accent sur l'aspect nucléaire. Donc moi, je pense que même les couteaux, là, les armes non conventionnelles, aujourd'hui, quand on a le Tabaski, mais regardez tout ce que vous voyez sur la place publique. Qu'est-ce qu'on fait après de tout cela? Est-ce qu'il y a un encadrement? Je pense qu'il n'y en a pas. Donc les gens sont là, ils ont des choses à leur porter. Et également, il y a l'aspect économique, puisque des jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont rien à faire, bon, des idées peuvent leur passer par la tête avec les réseaux sociaux. Pourquoi pas ne pas les braquer quelque part? Et on a vu au Sénégal dernièrement beaucoup de braquages à main armée, tout ça là. Mais d'où est-ce qu'ils sortent ces armes-là? Je pense que on doit filtrer, oui, mais il faut absolument cette coopération-là. Et un exemple donné tout à l'heure par le professeur, c'est le fait qu'aujourd'hui, les morts dus à ces ALPC-là illicites, on en enregistre plus en période post-conflit qu'en période de conflit. Est-ce que quelque part également la question des DDR n'a pas échoué aujourd'hui au point qu'on ait autant d'armes en circulation aujourd'hui, au-delà même des frontières où s'est déroulé ce conflit-là? On peut le dire, mais d'ailleurs, il faut se demander la question, qui fabrique les armes? Pour la plupart, ce sont des armes importées. Voilà, donc ça aussi c'est un autre problème. Si ça nous vient d'ailleurs, c'est que déjà au niveau étatique, il y a un grand travail à faire. Parce que le premier contrôle, c'est ça, qu'est-ce qui rentre dans le pays? Bon, donc on vous diront, ben, c'est parce que ça passe dans des frontières poreuses, donc c'est pas l'aéroport, c'est pas le port. Oui, mais le rôle justement de veiller à la sécurité, justement, c'est cela. Aujourd'hui, il y a plusieurs études de recherche dans le domaine, justement, dans ce domaine-là. Mais quand tu regardes les centres de recherche, mais on dit, comment on peut appréhender le problème autrement? Parce qu'on se dit tout simplement, il faut garder la frontière. Mais garder la frontière n'est pas quelque chose de facile. Donc, quelle est l'alternative? Mais il faut d'abord s'assurer que les jeunes, économiquement, ne se soucient pas à aller agresser, à trouver des armes. Parce que quand vous regardez un peu, cette utilisation-là, au-delà des conflits armés, c'est juste une forme de terrorisme. Hein. C'est juste aller braquer, c'est juste aller faire du vandalisme, etc. Parce qu'on a des armes avec soi, mais la personne vous livre tout ce qu'il a. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les États doivent faire, en tout cas, cette étude-là, se baser sur les recherches pour pouvoir dire voilà quelle réponse qu'on peut apporter. Et à côté de ces armes importées, on voit également ce qu'on pourrait appeler des armes artisanales fabriquées au niveau même de ces pays ou terrains de conflit. Tout à fait. Tout à fait. Et professeur, face à la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, plus particulièrement dans la zone Sahel, avec les attaques terroristes et autres groupes armés, est-ce qu'aujourd'hui les stratégies de prévention et de gestion de ces conflits dans aujourd'hui cette zone ne devraient pas aussi prendre en compte cette question du trafic illicite des ALPC? Ben, vous avez parfaitement raison, parce que lorsqu'on voit la carte en fait de circulation des armes légères et qu'on la superpose avec la carte de la criminalité, du trafic de drogue et même du trafic de migrants et d'êtres humains, on voit que ces cartes sont superposables. Donc ne serait-ce que pour ces raisons, donc on devrait avoir une approche qui est centrée sur l'humain, mais une approche aussi qui est centrée sur la coopération internationales, comme ils l'ont bien fait. Je pense dans la plupart des pays, on a des COMNAT, les commissions nationales, donc qui travaillent en réseau de plus en plus dans la région. Mais ce qu'il faudrait en fait, comme on le dit souvent, donc avoir une approche civilo-militaire. Donc il faut de plus en plus faire appel à l'expertise des organisations. Lorsqu'on parle d'organisation de la société civile, c'est plutôt les jeunes, les femmes, qui peuvent partager, excusez-moi du terme, les informations. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est les caches d'armes qui posent problème. En général, lorsque les groupes armés attaquent, en général, c'est parce qu'ils ont des informations. Et lorsque les autres donc, se replient, ils laissent en fait des armes qu'ils sont censés avoir cachées et des munitions. Et c'est ça que les gens cherchent. Et c'est cette circulation, donc c'est ce qui favorise en fait
l'appropriation, c'est pour ça que j'ai parlé tantôt de corruption, également de mauvaise gestion en fait de ces armements. Donc c'est cette mauvaise gestion qui fait en fait que ces groupes armés, ces groupes criminels, ces groupes terroristes ont accès à des armes qui étaient licites et qui le rendent illicite. Et donc c'est ce qui fait qu'on a de plus en plus en fait d'ALPC qui sont aux mains de civils. Comme je l'ai dit tantôt, sur les 875 millions disséminés à travers le monde, je répète, hein, les 650 millions sont aux mains de civils. C'est alarmant quand même. Qui sont ces civils? Et par rapport à ces civils-là aujourd'hui, comment faciliter cette collaboration civilo-militaire au vu de ces tensions et de cette méfiance en tout cas qu'il y a entre les forces de défense et de sécurité et ces populations civiles qui des fois se retrouvent même plus avec ces personnes ou groupes armés qu'avec leurs forces de défense et de sécurité en charge de leur sécurité? Je pense que c'est la question qu'on se pose en fait dans ce qu'on appelle aujourd'hui la gouvernance du secteur de sécurité. Vous avez vu, même la sémantique a évolué. On est allé de réforme du secteur de la sécurité à la gouvernance du secteur de la sécurité. Parce que cette gouvernance voudrait impliquer les populations civiles, tenir compte des réalités, comme on a dit tantôt, donc dans chaque pays, ou bien même au sein des pays, on a des réalités. Parce que la réalité, par exemple, au niveau de l'Est du Sénégal est différente à celle au niveau du Sud du Sénégal. Parce qu'au niveau du Sud, on a les engins explosifs, on a les mines. Alors qu'au niveau de l'Est du Sénégal, on a d'autres enjeux liés à l'exploitation de l'or. C'est ce qui se passe aussi au niveau de la zone du Liptako-Gourma, au niveau de la zone des 3 frontières. On a le trafic aussi des bétails. Donc, lié on a aussi le trafic des armes légères lié aux groupes terroristes, aux bandes armées, mais également à la circulation du bétail. Parce qu'il ne faut pas oublier en fait que ces engins ou bien ces ALPC, même lorsque le conflit est résolu, qu'est-ce qui va se passer après? Il faut résoudre les tensions, parce qu'on a des tensions intracommunautaires et intercommunautaires qui ont été soulevés, qui sont le nid même, le terreau fertile en fait de ces groupes armés. Et donc pour en fait que ces tensions intercommunautaires et ces tensions intracommunautaires subsistent, donc on a cette circulation d'ALPC qui va renforcer l'instabilité au niveau des frontières et l'instabilité au niveau de ces pays, et donc qui va renforcer donc la puissance donc de ces groupes armés mais également terroristes. Donc pour le régler, je pense qu'il faut un rétablissement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations que ces forces de défense et de sécurité sont censées protéger. Et on reste avec, allez-y, terminez. Et pour ce rétablissement de la confiance, je pense qu'il faut s'appuyer sur nos valeurs culturelles, mais également la connaissance du milieu, et donner plus de pouvoir. Le pouvoir, ça ne veut pas dire la capacité ou bien leur donner carrément les missions des forces de défense et de sécurité, mais donner à ces populations le sentiment en fait, d'appartenance qui leur permet aussi de se rendre utiles à leur propre communauté. Et si on reste avec ces populations-là, certains, comme vous venez de le rappeler, s'arment en tout cas pour, dit-il, se défendre ou bien en tout cas pour se faire entendre dans le cadre de revendications ou bien même de conflits intra- ou intercommunautaires. Et régler cette question des ALPC-là, ne passe-t-il pas au préalable alors à s'attaquer aux conditions qui ont créé la demande aujourd'hui à ces armes-là, la demande ou bien le recours à ces armes? Est-ce qu'il ne faudrait pas régler au préalable cette question-là? Ben, nécessairement, parce qu'au fond, comme on l'a dit tantôt, le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée vivent de quoi? Vivent de la pauvreté qui sévit, mais également de l'absence de l'autorité de l'État au niveau donc, de la plupart des pays. On va en parler tout de suite, on va voir l'expérience du Maroc, mais c'est parce qu'au fond, dans la plupart de ces pays-là, l'État est absent pour les besoins prioritaires de base des populations, ne serait-ce que l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à l'éducation, se nourrir, manger à sa faim. Et ces groupes criminels viennent se substituer à l'État dans ces zones et donc ils viennent gagner la confiance de ces communautés d'abord avant de pouvoir s'installer et de perpétrer leurs actions. Et donc c'est ça qui fait qu'au niveau de ces zones grises, certains pays qui l'ont compris ont mis en place des stratégies
des approches structurelles qui leur ont permis en fait de renforcer la confiance donc, de ces communautés et qui ont permis à ces communautés de lutter eux-mêmes contre ces groupes armés. Pas seulement par le partage d'informations, parce que lorsqu'on parle de collaboration, en général, les gens misent sur le partage d'informations que certains appellent même du renseignement. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes, comme j'ai dit, le sentiment d'appartenance, le sentiment en fait de préserver donc sa zone, c'est-à-dire son quartier, sa commune, ou bien sa ville, et c'est là seulement où on pourra gagner peut-être... Le sentiment d'être utile également à sa communauté, d'où l'importance en tout cas, ou la nécessité de renforcer cette confiance entre forces de défense et de sécurité et population civile. Et selon vous, M. Ndour, quelles conséquences de cette circulation des armes légères et de petit calibre, surtout cette circulation illicite sur le continent africain? Oui, moi je pense que c'est toujours le développement du terrorisme. Et surtout ce sentiment que les États deviennent incapables de gérer leur propre sécurité. Parce qu'il y a une différence. En réalité, quand on parle de sécurité, le plus souvent, on pense juste au fait que le pays n'est pas en conflit avec un autre pays ou a assez d'armes pour pouvoir aller en guerre, etc. Alors que la sécurité première, mais c'est la sécurité des populations du point de vue nourriture, du point de vue santé. C'est ça, là, d'abord, la sécurité. Quand ces populations-là ne sentent plus cette sécurité-là, et il y a des substitutions, comme disait madame, mais justement, pour éviter ces substitutions-là, c'est là où nos organisations comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, devraient quand même faire des efforts, puisque on sait que si tel pays est en danger, je suis à côté, ça peut m'affecter. Mais au lieu de régler le problème à deux, on essaie de régler au niveau sous-régional. Aujourd'hui, la CEDEAO, on est plus dans le domaine économique plutôt que dans le domaine sécuritaire. Parce que quand vous regardez ce qui se passe autour de nous, cette décennie-là, chaque pays, chaque année ou chaque 2 ans, on a un problème de sécurité dans la sous-région. Ça veut dire que la sous-région n'est pas assez organisée, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire. Par contre, ce qu'on voit maintenant, c'est le contraire, ou bien en tout cas, c'est l'anecdote, ou bien je ne sais pas comment l'exprimer. Quand il s'agit de démocratie, alors on dit la démocratie est un peu biaisée parce qu'il y a quelqu'un qui vient au pouvoir. Tout de suite, on montre qu'on est en sécurité et que la CEDEAO est là, l'armée doit se retrouver pour rétablir l'ordre. Mais c'est une forme de sécurité, oui. Mais la sécurité première, c'est la sécurité des populations au quotidien. Donc le sens de belonging là qu'elle disait, mais les populations, pour qu'ils aient ce sentiment-là que l'État les protège, puisqu'on dit que oui, c'est une mission régalienne, sécurité des personnes et des biens. Mais est-ce que les populations le sentent? Quand moi je sais que celui qui conduit son Jakarta là peut juste passer devant moi et prendre mon téléphone portable, ben je me pose la question puisqu'après rien ne se passe. Même l'Union africaine qui, dans sa mission de promouvoir la paix entre les pays africains et prévenir les conflits à l'échelle du continent, s'est dotée, je veux bien sûr parler de l'UA, s'est dotée de mécanismes tels que faire taire les armes d'ici 2020, un mécanisme qui malheureusement n'a pas atteint ses objectifs, un objectif renvoyé également à 2030. Selon vous, pourquoi cet objectif n'a pu être atteint? Pour moi, ça repose toujours sur le problème de la coopération. Parce que vous savez, parfois il y a ce mimétisme-là au niveau de l'Europe, l'Union européenne qui signe des accords dans le domaine sécuritaire avec l'immigration, etc. L'Union africaine essaie de faire la même chose, mais en réalité, les contextes ne sont pas les mêmes. Et deuxièmement, est-ce que les États qui signent, en tout cas les présidents, ils sont convaincus même eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de signer? Bon. Dire que j'ai signé par rapport à telle résolution des Nations Unies ou bien même résolution de l'Union africaine, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut le manifester avec une volonté politique qui montre qu'effectivement, aujourd'hui, le regroupement de ces 3 pays-là, Niger, Mali
Le Burkina, il pose les actes. Donc adapter ces résolutions aujourd'hui aux réalités du territoire, veiller également à l'effectivité des textes qui sont signés. On est presque à la fin, juste sur quelques minutes. Selon le gouvernement kényan, la plupart de ces armes sur le marché illégal du Kenya proviennent en faible volume des pays voisins par l'intermédiaire des petits marchands. La mise en commun des renseignements, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, et la coopération multi-agences a en tout cas permis au Kenya de diminuer la menace de ces ALPC et de prendre même les devants sur les criminels. Comment cette expérience du Kenya pourrait offrir en tout cas une solution potentielle à d'autres pays? Comme vous l'avez dit tantôt, je pense qu'il faut une bonne coopération et une bonne collaboration entre les comnates, et aussi entre les communautés économiques. Et surtout, assurer le continuum sécurité-justice sur toute la chaîne pénale. Parce qu'en général, lorsque les lois sont votées et ne sont pas appliquées, quelle que soit la qualité du travail abattu en amont par le secteur de sécurité, si la mise en œuvre effective des lois n'est pas assurée, donc la perception sera la même. Je pense que le Kenya, comme vous l'avez dit tantôt, est un bel exemple. Donc il faut partager, donc ce sera des leçons appris chez les autres, mais surtout tenir compte des réalités. Donc au niveau, donc le Kenya c'est en Afrique de l'Est, donc il faut aussi voir les réalités de l'Afrique de l'Ouest, celles de l'Afrique du Centre, mais également de l'Afrique du Sud. Et assurer le continuum sécurité-justice, s'inspirer également du bel exemple Kenya. Un autre exemple en matière de lutte contre le terrorisme, il s'agit du Maroc. Nous en parlerons en seconde partie d'émission. De retour pour la seconde et dernière partie de votre émission Le Débrief. Monsieur Ndour, quelle analyse déjà faites-vous des résultats de l'indice mondial du terrorisme 2024? Oui, dans un premier temps, il faut voir si les pays qui bougent et qui changent de position. Mais ce qui est alarmant, c'est juste le cas du Burkina Faso. Voilà, vraiment, pour moi, c'est alarmant parce que c'est dans la sous-région. C'est juste à côté. Le taux d'attaque est quand même assez exorbitant et je pense que ça doit nous faire réfléchir. Aujourd'hui, si on parle de terrorisme, c'est vrai, le mot est connu partout, l'aspect terreur, mais en réalité, c'est qu'on ne peut même pas donner une définition, on va donner plusieurs définitions, puisque tout dépendra de la perception de ce que l'on entend dans le mot terrorisme. Vous vous rappelez un peu ce déclic après 9/11, l'attentat de New York, que George W. Bush a dit, maintenant c'est la guerre mondiale contre le terrorisme. Donc ce qui fait que tous les pays ont commencé à mettre vraiment dans leur vocable, dire qu'avant tout on doit lutter contre le terrorisme. Donc cet indice mondial-là montre que au niveau international, tout le monde doit se liguer pour combattre le terrorisme dans la mesure où on est en train de combattre un adversaire qu'on ne voit pas, entre guillemets. Même si l'adversaire dit que je suis tel, en revendiquant évidemment ces bavures-là, mais on sait qu'en réalité, l'adversaire, on ne le voit pas, puisque à chaque fois qu'il veut commettre, c'est après qu'il s'identifie pour dire que voilà, je suis tel, je l'ai fait. Bon. Mais au-delà, c'est quoi la perception même du terrorisme auprès des populations? Et c'est là où l'indice peut un peu montrer aux gens. Puisque si on doit citer un pays en termes d'exemple, notamment le Maroc, mais on doit se poser la question comment ils ont fait. Et les pays qui sont autour de lui, pourquoi, autour de ces pays-là, pourquoi ils ne parviennent pas à faire la même chose? Nous-mêmes, parfois même le fait même de dire le mot peut susciter, puisqu'on dit « on ne doit pas parler de ça parce que c'est trop sensible ». Oui, et ne pas parler de cela, est-ce que ce n'est pas aussi une porte ouverte? Puisqu'on dira « oui, puisqu'il n'y a rien là-bas, allons attaquer là où il n'y a rien ». Donc je pense que l'idée c'est de dire c'est quoi la perception. Et en partant de cette perception-là, maintenant dégager des stratégies pour pouvoir
combattre voilà, cet ennemi qui est... Avant d'en venir, professeur, selon le même rapport, le nombre d'attentats terroristes a chuté en 2023 par rapport à l'année précédente, mais les attaques terroristes sont de plus en plus meurtrières, avec une hausse de 22% du nombre de décès. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie en tout cas que les attentats aient baissé, mais que les nombres de décès dus aux attaques terroristes aient en tout cas connu une hausse de même 22%? On oublie aussi que les stratégies et les armes utilisées. Parce que les groupes armés et les groupes terroristes utilisent les moyens modernes, utilisent des drones qui leur permettent de localiser, mais également donc de frapper fort. Frapper fort, c'est-à-dire frapper moins et plus dur, c'est-à-dire blesser le plus de personnes et enregistrer le plus de défaits. C'est donc comme ça qu'ils installent la terreur. Et les moyens qu'utilisent aussi désormais ces pays de l'AES que sont le Mali, le Burkina et le Niger. Exactement. Donc l'utilisation des moyens modernes, comme on l'a dit tantôt, mais également le fait que des civils qui ne sont pas formés à la chose sécuritaire participent donc à la sécurité, donc qui les rendent donc vulnérables de plus en plus. Et comme on l'a dit tantôt, même si le nombre d'attaques a diminué, le nombre de décès a augmenté, et donc ce qui fait, comme vous l'avez dit tantôt, donc c'est multifactoriel. En plus du fait que près de 50% de la population et du Burkina Faso est contrôlée par les groupes terroristes, mais en plus, donc, le peu qui reste, donc également, est géré aussi bien par les civils et les forces de défense et de sécurité, et donc ce qui les expose davantage. Ça, c'est pour le Burkina. Et également, il ne faut pas oublier également l'utilisation des motos. Les gens l'oublient souvent. La plupart des attaques sont perpétrées par des centaines de motos. Des centaines de motos parce que c'est le moyen donc, de le transport le plus adapté à notre réalité. Donc, il leur permet de kidnapper rapidement des personnes et de partir. Et ces motos ne sont pas, comme on l'a dit avec les armes, matérialisées. Des deux roues, comme on dit, ce qu'on constate au Sahel et même dans le bassin du lac Tchad également. Exactement. De plus en plus, c'est des moyens qui sont utilisés aussi bien pour le recrutement que pour perpétrer des actes terroristes. Et donc, qui leur permet donc de frapper vite et bien et très mal. Et on reste sur ce point-là. Dans le top 10 des pays les plus affectés, je le disais en introduction, 5 pays sont en Afrique. Et parmi ces 5 pays, les 3 pays sont au Sahel. Les 5 sont le Burkina, la Somalie, le Nigeria, le Mali et le Niger. L'Afrique subsaharienne compte désormais plus de la moitié, en tout cas, des décès dus au terrorisme selon ce même rapport. Est-ce que également le déplacement de l'épicentre du terrorisme du Moyen-Orient, de plus en plus en tout cas vers le Sahel ou bien vers l'Afrique de l'Ouest, n'a pas contribué à cette situation-là? Il faut dire aussi que c'est à la recherche en fait de matière, c'est-à-dire pour financer ces actes terroristes. Donc ces groupes sont déplacés parce qu'il y a des intérêts aussi en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Donc il y a des intérêts liés aux matières premières, il y a des intérêts aussi liés à la coopération parce que avec cette parce qu'il ne faut pas occulter qu'on a des coups d'État dans la plupart, comme vous avez cité, de ces pays et une instabilité qui fait que ce sont des zones où donc ces groupes criminels et armés essaient eux aussi de s'implanter aussi pour pouvoir mener leurs activités à travers le monde. Et donc ce qui expliquerait en fait qu'il y ait plus d'attaques, qu'on compte plus d'attaques dans ces zones, en fait, c'est pour aussi avoir leur main mise donc sur ces territoires, quelque part. Et leur main mise sur ces territoires, des territoires qui pour la plupart sont riches en ressources naturelles. Donc est-ce qu'aujourd'hui la question cela ne remet pas en tout cas au goût du jour, la question de la gouvernance des ressources naturelles par les tenants des pouvoirs de ces pays-là? Absolument, c'est totalement lié. Récemment, il y a, je pense, un Ghanéen qui m'a envoyé une vidéo sur justement comment les Occidentaux s'intéressent vraiment des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest. Et donc, on ne peut pas occulter aussi l'aspect de l'étranger qui a intérêt même qu'il y ait ces petits groupes de terroristes ou de armés pour qu'il y ait cette zizanie-là et on en profite pour prendre des ressources. On en a vu avec le Mali, donc avec l'or. Donc moi, je pense que c'est un aspect qui est complètement lié et c'est là où les États qui se disent, disons, nouveaux États en matière de ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz et l'or, c'est le moment où ils doivent être en tout cas en contact direct pour dire comment devons-nous bénéficier de nos ressources sans pour autant qu'il y ait des conflits.
Parce qu'on l'a toujours vu, hein, on dit que oui, mais cet or-là, c'est votre malheur, parce que dès que vous découvrez, alors c'est les problèmes qui commencent. Non, pas forcément. Pour moi, tout est question de volonté politique. Puisque si on agit avec l'autre, à deux, nous sommes plus forts. Et donc, je pense que pour l'Afrique de l'Ouest, bizarrement, c'est cette décennie-là qu'on voit que chaque pays, là, on voit qu'il y a des ressources. Mauritanie, Sénégal, un peu partout. Et à la même période. Pour moi, c'est un signal fort pour dire, hey, les gars, mettez-vous ensemble pour ne pas que l'autre qui vient de l'extérieur, on ne va pas citer de pays quand même, mais on sait, qui veulent influencer pour créer la zizanie avec des groupes armés en finançant, en donnant. Mais c'est à nous de dire, on doit rassurer ces populations-là. On leur dit aujourd'hui, moi j'ai participé à un atelier où on disait il fallait avoir une commission pour garder l'argent du pétrole. J'ai dit non, moi je suis contre une commission. Il faut faire de sorte que l'argent du pétrole soit directement auprès des populations. Comment? Mais si on disait désormais au Sénégal on ne peut plus l'électricité, ou on ne peut plus l'eau, mais tout le monde va le sentir puisque tout le monde a sa facture d'eau ou d'électricité. Ou on dit plus d'analyses à payer à l'hôpital. Ben, tout le monde va le sentir parce que quand tu es malade, tu as besoin de faire des analyses. Et donc moi je pense que plus on fera dans la gestion sur le plan économique avec les ressources naturelles, que les populations se sentent directement concernées, eh bien, il n'y a plus à dire on a besoin de lutter pour avoir quelque chose. Quand on va venir même te corrompre pour ça, tu peux ne pas être intéressé, puisque voilà, c'est des sources économiques pour les jeunes et pour résorber en tout cas ce chômage-là qui gangrène l'Afrique. Et ce qui renvoie à une certaine redevabilité en tout cas de ces gouvernements vis-à-vis de leur population. Tout à fait, tout à fait. C'est important parce que cette redevabilité-là, c'est ça qui fait que, et qui énerve en fait le jeune. Parce qu'il se dit que ben, lui, il est là, le politique, entre guillemets, il est au pouvoir, il fait ce qu'il veut, et je vois tout ce qu'il est en train de faire, mais je n'y peux rien, parce qu'après, c'est un autre régime qui vient, et c'est la même chose. Et donc, s'il n'y a pas de... Bon, cette culture d'impunité, c'est ça que nous combattons en tant qu'acteurs de droits humains, il faudrait lutter pour qu'il y ait plus d'impunité. Que vraiment, que les jeunes, les populations, les citoyens puissent sentir que celui qui est voilà, devant doit rendre compte et que ça doit être quelque chose de naturel. Qu'on ne nous parle pas de chasse aux sorcières, qu'on ne nous parle pas de règlement de compte, mais non. On doit avoir cette question de redevabilité. Et ça commence par l'évaluation. Aujourd'hui, beaucoup de politiques publiques, l'aspect évaluation pose problème. On passe de politique, de stratégie à stratégie sans évaluer la stratégie précédente. Bon, je donne l'exemple de l'acte 3 de la décentralisation. Est-ce qu'on a bien évalué l'acte 2 de la décentralisation? Ça, c'est pour l'exemple du Sénégal. Mais ceci est valable un peu partout en Afrique de l'Ouest. On est là, on crée de nouvelles choses, on n'évalue pas. L'absence d'évaluation aussi est une forme de continuité de l'impunité. Puisqu'en évaluant, on peut trouver des choses voilà, qu'il faut rectifier ou des sources de sanctions. Et ça doit, pour moi, ça doit être quelque chose de naturel. Et professeur, la plupart des attaques terroristes, selon ce même rapport, ont été perpétrées par Daesh, les Chebab, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et le Front de libération de Baltouchistan à l'ouest du Pakistan. Que vous inspirent aujourd'hui ces groupes à l'origine, en tout cas, de ces différentes attaques enregistrées en 2023 à travers le monde? Je pense que c'est ce qui fait qu'on parle du succès marocain, malgré le défi donc, de la gestion de la migration, parce qu'il faut le dire aussi. Il ne faut pas oublier que le Maroc est à la croisée des chemins, parce que le Maroc représente même la zone sahélo-saharienne. Et donc, c'est la porte en fait, de par sa position géographique, mais également de par sa position géostratégique, il faut le dire. Donc, avec donc, ce couloir donc, lié à la migration, donc, si donc, ces forces qui étaient et qui opéraient beaucoup au Moyen-Orient se sont déplacées de plus en plus donc, dans notre zone, mais n'ont pas pu réussir dans des pays comme le Maroc, mais il faut dire aussi la Mauritanie, c'est parce que quelque part, il faut saluer donc, la stratégie donc, holistique, mais également
centré sur le développement humain donc, de ces deux pays, donc surtout du Maroc, qui n'a pas lésiné aussi bien dans les moyens, mais également qui a, je pense, eu une approche structurelle, qui s'est inspirée des leçons apprises donc, de ces pays du Moyen-Orient. Parce qu'il faut dire que dans les zones où ces groupes opéraient, donc, les populations étaient extrêmement vulnérables. C'était dans des zones donc, où les conflits ont carrément déstructuré le tissu social et sociétal. Et donc, en guise de prévention de l'extrémisme violent, mais également en guise de prévention de la radicalisation, je pense que le Maroc a anticipé, a mis en place, donc, comme je l'ai dit tantôt, cette approche civilo-militaire, il faut le dire, mais également, le Maroc n'a pas oublié l'aspect religieux et la coopération internationale. Elle a ratifié, elle a fait un bon plaidoyer, et donc depuis 2021, donc, le Maroc même héberge donc, commission de lutte donc contre l'extrémisme violent et le terrorisme surtout. Mais le Maroc a fait la promotion d'un islam modéré et basé sur les textes religieux, basé sur l'islam, donc c'est-à-dire avec des données probantes. Donc le Maroc donc, a pu engager toute sa communauté à prévenir l'extrémisme violent et la radicalisation. Parce que le lit fertile, le terreau fertile en fait de ces groupes qu'on a trucs, c'est-à-dire ils utilisent donc l'approche jeune, c'est-à-dire pour recruter, pour la radicalisation également, parce qu'ils vont vers des gens vulnérables qui ne connaissent pas leur religion, et c'est là où donc ils recrutent. Mais lorsqu'ils sont venus en Afrique, je pense que dans les zones où ils ont réussi, il faut le dire dans la zone des 3 frontières, c'est parce qu'il y avait l'absence de l'État, comme on l'a dit aussi, les zones grises où les populations étaient laissées à eux-mêmes et donc où ils ont pu opérer. Mais dans les autres pays, c'est pour ça qu'on a parlé en fait du nombre de décès qui a augmenté, mais parallèlement, on a une baisse du nombre d'attaques terroristes. Donc il leur fallait trouver des stratégies pour terroriser. Donc ces stratégies, donc frapper fort, avec le maximum en fait de blessés et de morts, parce qu'ils savent qu'ils sont bloqués dans leur stratégie, aussi bien par le Maroc à l'entrée de l'Afrique que par la Mauritanie de l'autre côté donc de la truc. Donc, mais en Somalie, donc il y a l'absence de l'État, donc un pays carrément instable, des années donc de conflits. Dans la zone des 3 frontières, avec ces tensions intracommunautaires, intercommunautaires, l'absence de l'État avec la multiplicité des coups d'État. Donc, il faut le dire, en fait, c'est des coups d'État donc, qui fragilisent ces pays. Et il ne faut pas oublier, en fait, que c'est des populations très jeunes, donc qui sont vulnérables. Et donc, ce sont ces jeunes-là, donc c'est dans ces jeunes pauvres, vulnérables qui recrutent. Et donc, ce qui fait donc qu'ils ont Et on reste avec un point important que vous avez soulevé tout à l'heure, la question de la religion aujourd'hui. Un pays également comme le Maroc, à travers en tout cas la fondation Mohamed VI des oulémas africains, qui réunit en tout cas tous les oulémas et alimat, c'est-à-dire les femmes également religieuses d'Afrique, à travers aujourd'hui une structure pareille également. Il veille à ce qu'on appelle la formation des imams. Une façon aujourd'hui de prévenir également la radicalisation et l'extrémisme violent. Ouais. Comme je l'ai dit tantôt, il faut dire que le royaume chérifien, c'est pour ça que je vais dire le royaume chérifien au lieu de dire le Maroc, en fait, a pu donc utiliser les leviers qu'il fallait, en fait, aussi bien, comme on a dit, les religieux, mais également les femmes, parce qu'on oublie en général que ce sont les femmes qui éduquent. Et lorsque ces femmes sont formées, et lorsque aussi ces maîtres, parce que le Maroc, comme je l'ai dit tout tantôt, a vraiment misé sur le développement humain. Le développement humain n'est pas seulement économique. On a l'éducation, on a la santé, on a également les autres aspects donc, des ODD, il faut le dire. Et donc, si le Maroc donc, a pu utiliser aussi bien les femmes, parce que je salue aussi l'utilisation de ces femmes qui sont formées, donc qui sont éduquées. Et en retour, elles vont éduquer leurs enfants. Ces enfants-là seront difficilement détournables, entre guillemets, par des personnes extérieures qui vont venir donc, essayer donc, de procéder à des lavages de cerveau. Parce que la radicalisation, en fait, quels que soient les moyens utilisés, parce que ce qu'on oublie en général, on est trop centré sur notre monde et on oublie le monde parallèle, le cyberespace. Et c'est dans ce cyberespace en général qu'il procède à la radicalisation des jeunes hors contrôle des parents. Mais si un enfant est bien éduqué, donc quel que soit
Donc celui qui a essayé d'infiltrer son intimité à travers les réseaux sociaux, il ne réussira pas parce que c'est un enfant qui aura été éduqué aussi bien au niveau national mais qu'au niveau familial avec des valeurs qui sont ancrées. D'où l'intérêt également de davantage miser sur l'éducation et vous commentiez tout à l'heure sur le Maroc, nous en venons, qui se distingue comme l'un des pays les plus sûrs au monde, exempt de l'impact du terrorisme selon l'indice mondial du terrorisme 2024. Ce classement annuel évalue le niveau de menace terroriste dans 89 pays et le Maroc a obtenu un score nul, à l'instar de plusieurs pays d'Europe de l'Est, d'Asie centrale ou encore australe. Madame, aujourd'hui, Ndiaye, professeur Adjaratou Haïdara, a donné son point de vue. Selon vous, qu'est-ce qui explique en tout cas cette position du Maroc? Alors, d'abord, bon, on félicite le Maroc pour sa stratégie, mais je veux dire qu'il y a un signal fort qui est lancé pour les pays africains. Parce que pour le dire, mais si c'est possible pour le Maroc, c'est possible pour vous. Effectivement. Parce que quand vous regardez les piliers que le Maroc a utilisés, on peut parler des piliers. C'est d'abord l'aspect religieux, il a tantôt réglé. L'aspect religieux, il faut y mettre l'éducation, puisque voilà, les jeunes qui sont, en tout cas les cibles, s'ils sont bien éduqués, ils savent ils connaissent leur religion, ils ont une base morale qui fait qu'on peut se passer de certaines choses, ben c'est gagner davantage. Bon, la formation effectivement des leaders religieux, ça aussi c'est un aspect extraordinaire, puisque même quand on parle de radicalisation, on dit il y a les prêches. Si celui qui doit prêcher là, il ne prêche pas dans ce sens, mais c'est gagné d'avance. Bon, si on parle d'ici du Sénégal, on parlera de nos confréries, qui fait que bon, c'est un islam confrérique, qui fait que bon, on est encore quelque part porté. Donc l'aspect religieux, pour moi, c'est un des piliers que d'autres pays africains peuvent prendre comme référence. Le fait d'avoir mis aussi l'humain au cœur du débat. L'humain au cœur du débat, mais également, le Maroc ne s'est pas seulement arrêté à ça, il y a aussi un autre pilier qui est le pilier socio-économique. Parce que, regardez ce qui se passe au Maroc en termes de travail, de ressources économiques. Justement, plus on valorise les jeunes avec l'emploi, etc. En tout cas, ça veut dire que le jeune n'est plus oisif. Il n'est plus là à dire je n'ai rien à faire, donc je peux me permettre de faire certaines choses. Ici, on nous dit quoi? Barça ou Barzakh, bon, l'Europe ou la réussite ou la mort. Et tu n'entends pas ce langage-là parce qu'il y a l'aspect socio-économique. Mais également, un autre pilier important que je pense, c'est la coopération internationale. Le Maroc n'a pas... Il s'est dit, je vais le faire, mais je vais le faire avec les autres. Et surtout, c'est les Amériques, c'est les États-Unis, c'est l'Europe. Parce que, vu sa position géographique, effectivement, il s'est dit, ben, je ne peux pas gérer ça tout seul. Donc, c'est la coopération internationale. Un autre aspect, bon, que je dirais également un pilier important pour moi, c'est le pilier juridico-sécuritaire. Puisqu'ils ont mis aussi dans la législation quand même des lois sur le terrorisme, sur l'argent illicite, sur le blanchiment d'argent, etc. Ça aussi, c'est une force de dissuasion, puisque tu sais que quand tu fais ça, voilà ce qui t'attend. De façon, quand même, des sanctions exemplaires. Par contre, l'image qui donne, c'est qu'on n'utilise pas la législation sur le plan du terrorisme pour pouvoir anéantir des opposants ou bien pour pouvoir régler ses comptes avec des activistes, etc. On l'a connu ici avec une loi sur le terrorisme qu'on doit revoir, puisqu'il y a vraiment à revoir cette loi. On avait fait un grand plaidoyer avant même que les députés puissent passer. On a écrit au président de la République, en tout cas les organisations de droits humains, pour dire attention à cette loi. Mais la loi est passée quand même. Et donc moi je pense qu'une loi, même si on fait la loi, elle peut être abrogée. Pourquoi? Parce que la loi est faite pour les humains. D'ailleurs, le principe d'une loi, en tout cas, c'est qu'elle doit être générale et impersonnelle. Et professeur, comment s'inspirer aujourd'hui de l'exemple marocain en termes de lutte contre le terrorisme? Je pense que, comme il l'a dit tantôt, le Maroc a misé sur le développement humain, certes, mais également a bloqué les circuits de financement du terrorisme, à travers la lutte contre le blanchiment et à travers la lutte contre le financement du terrorisme. Comme il a dit tantôt, avec aussi les lois qui ont encadré en fait tout ça, mais également il ne faut pas oublier les aspects militaires. Donc les aspects militaires, le Maroc a vraiment prôné la coopération, aussi bien au niveau
national, au niveau régional, mais également au niveau international. Le Maroc a vraiment chercher à promouvoir la coopération internationale. Un bel exemple d'où l'invite à davantage promouvoir la coopération internationale. Malheureusement, nous en sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous recevions professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye, directrice exécutive de Partners West Africa Sénégal. Encore merci et toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Merci aux auditeurs, à vous, M. Sow. Plaisir partagé. Un plaisir également, M. Denis Ndour, d'avoir partagé ce plateau avec vous. Vous êtes consultant en droits humains, également professeur en sciences sociales. Je rappelle aussi que vous êtes le vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était un grand plaisir de partager ce plateau avec Mme Ndiaye. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.